Imaginez que chaque jour de votre vie soit rythmé par une douleur si intense qu'elle vous empêche de vivre. Une douleur insupportable réduite au simple mot migraine. Entre isolement social et mauvais diagnostic, Clem est venue nous raconter son histoire. Ça a commencé par des douleurs frontales, tout le crâne en fait douloureux et pulsatile. Ça c'est la période de l'enfance. Et au fur et à mesure, les crises se sont complètement décalées sur un seul côté du visage. Donc ça a commencé à être des migraines. Dans les migraines, il y a aussi toute la phase nausée. Il y a plein de perturbateurs dans le corps. Tout le système nerveux est mis à mal. Donc il y a plein d'aspects de la vie que on ne peut pas faire, on ne peut pas être concentré, on n'arrive pas à marcher, à respirer normalement. Tout est compliqué parce qu'il y a tout qui est brouillé et c'est la moitié du visage. Petit à petit, du coup, il y a eu les algies vasculaires de la face. On l'appelle aussi la maladie du suicidé car c'est une douleur extrêmement complexe, extrêmement difficile à accepter et à appréhender. On compare ça à une amputation. C'est vraiment localisé dans l'œil. C'est pas visuel, c'est vraiment une douleur tellement intense qu'elle empêche d'être lucide, de réfléchir, d'être concentré. Il y a rien d'autre que cette douleur. Et pour la calmer, souvent, du coup, on appuie dans l'œil, on met des pressions, on a envie vraiment d'arracher l'œil. Enfin, quand on tape ça sur Google, les premières images, c'est vraiment l'image d'arracher son œil, de le sortir du globe oculaire, quoi. C'est très difficile à comprendre. C'est un peu plus visuel que la migraine parce que du coup, il y a tout le pourtour de l'œil qui est affecté, qui est visiblement gonflé, rouge, larmoyant, bleuté parfois, la paupière tombante, les vaisseaux dans les yeux qui sont très visibles. Et cette maladie-là, il y a très peu de médicaments qui arrivent à calmer complètement la douleur. On peut prendre de l'oxygène, il y a les triptans, je ne sais pas si j'ai trop le droit de dire, mais il y a les champignons hallucinogènes qui font partie des traitements de l'algie vasculaire de la face que j'ai pris à une dose particulière, hein. C'est pas une dose de psychotrope, on n'a pas d'effet visuel, on n'a pas de trip, mais c'est vraiment juste à une dose où en fait, moi j'avais le corps amorphe et par contre l'esprit complètement éveillé, complètement envie de rire, envie de bouger, alors que le corps est complètement KO. Et par contre, ça enlève vraiment la douleur. Les gens qui me connaissent et qui m'ont vu sans douleur arrivent à voir quand ça va bien. Parce qu'il y a une jauge d'énergie, d'excitation et de motivation 10 fois supérieure à ce que j'ai déjà à la base. Alors que je cache quand même très bien les douleurs et je pense que ça se voit pas. Et c'est aussi tout le problème de cette maladie, c'est qu'en fait, on ne voit pas. Et si je le dis pas, il y a beaucoup de gens, je pense que 90% des gens qui m'ont vu, m'ont forcément vu en crise. Actuellement, je suis en crise. Je pense que ça se voit pas tant que ça. J'ai surtout beaucoup d'effets secondaires parce que j'ai pris un médicament il y a quelques heures et qu'en fait, c'est des médicaments qui ont énormément d'effets secondaires, qui donnent une sensation de fatigue, d'état grippal où tu as des courbatures, la gorge serrée, les yeux rouges, difficulté à marcher, à respirer. Rien n'est normal. Dès qu'on prend un cachet comme ça, toutes les sensations sont multipliées, la mâchoire est un peu bloquée, donc tout est particulier. J'essaie de ne pas trop anticiper le fait que je vais être mal, donc je fais ma vie. Mais par contre, bien sûr qu'il y a des choses que je m'interdis. Avant de faire des choses, il y a un moment où je risque de peser le risque et la satisfaction potentielle. Donc en gros, je ne bois plus d'alcool depuis des mois parce que mon foie est saturé, je prends beaucoup trop de médicaments pour infliger ça en plus. Par exemple, conduire, mais absolument impensable. Je me dis que je peux me retrouver dans une situation où une crise arrive et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais si je ne peux pas m'arrêter? Si je dois m'arrêter et justement tout lâcher et rentrer chez moi par un autre moyen, je ne veux pas être dans cette situation et du coup, je m'empêche certaines choses, conduire. Je vais m'empêcher de sortir s'il fait très très froid ou s'il y a beaucoup de vent. Je sais que c'est impossible et que je vais pas pouvoir, mon corps ne va pas pouvoir assumer ces variations. Il y a beaucoup une histoire de variation dans le rythme de vie. Donc du coup, depuis petite, j'ai l'habitude d'avoir un rythme assez cadré. Les variations de sommeil, les variations de rythme même alimentaire, les variations d'humeur. Un excès de joie, un excès de colère, un excès de peine peut enclencher des crises pendant plusieurs jours. Donc il faut avoir un rythme de vie assez linéaire,
faire attention à ce qu'on mange, comment on s'habille, pas avoir trop chaud, pas avoir trop froid. C'est vraiment la gestion de la douleur le plus compliqué. Le reste, savoir que je vais avoir des crises, savoir que je dois faire attention à certaines choses, je l'ai accepté, je le conçois. J'ai plus l'espoir, comme quand j'étais plus jeune, de guérir. Le mot guérir, les médecins adorent te donner l'espoir que « Ah oui, non mais moi je vais te sauver ». Je vais trouver la solution et tu vas voir, ça va aller. Donc des faux diagnostics, j'en ai eu beaucoup. J'ai été diagnostiquée avec la maladie de Lyme. J'ai commencé un protocole avec la maladie de Lyme qui m'a coûté entre 800 € de médecins, des analyses qui n'étaient pas du tout remboursées, des protocoles de santé à coût de 250 € toutes les 2 semaines, des trucs fous pour qu'au final on te dise « Ah non, mais en fait, on a mal lu les analyses et en fait, c'est pas la maladie de Lyme en fait ». Bon, ok, moi j'ai plus envie d'être guérie, j'ai juste envie qu'on arrive à calmer sans que ça ait des conséquences plus complexes à l'avenir. Parce que pour l'instant, tout ce que j'ai comme possibilité de calmer mes douleurs, c'est les triptans. Les triptans, c'est un médicament qui est très controversé, qui est très efficace. Déjà, il faut trouver la bonne dose, le bon médicament. Et en fait, ça devient addictif. Moi, pendant 15 ans, j'avais rien qui me calmait. Et quand j'ai trouvé le triptan qui fonctionne, j'ai eu la main un peu lourde, j'ai fait beaucoup d'excès et je l'ai payé très cher jusqu'au jour où j'ai un médecin qui m'a attrapée et qui m'a dit stop, stop. Là, ça va pas, ça se voit sur ton corps que ça va pas. J'avais des bleus partout, il y avait plein de trucs qui allaient pas parce que mon corps était en toxicité. J'étais complètement accro. Une fois que tu trouves quelque chose qui te convient, qui te calme, alors oui, les effets secondaires sont là, mais bon, j'ai passé 15 ans à souffrir, prendre des médicaments qui me donnaient des effets secondaires et qui ne me calmaient pas, à un médicament, je peux le prendre dans 30 minutes. Ok, je vais être dans le mal pendant 2 heures, mais après, je vais pouvoir passer ma journée tranquille jusqu'à la prochaine crise. Et en fait, du coup, ça a créé un cercle vicieux. Mon corps demandait de plus en plus de médicaments, donc sécrétait encore plus de douleur. J'ai dû faire un sevrage qui a été très difficile à faire. Pour faire le sevrage, il a fallu arrêter du jour au lendemain, sans avoir aucune solution de repli en fait. J'avais des pulsions d'envie d'en prendre parce que la douleur était horriblement difficile à gérer. Je sais pas, c'est plus dans des sensations dans les mains, des muscles, des nerfs. J'arrive pas trop à décrire la sensation, mais je pense que toute personne qui a eu une addiction à un moment donné sait de quoi je parle parce qu'on est focalisé sur ça. Et puis je travaillais, et puis je me disais non mais là je sais que je pourrais être mieux d'ici 30 minutes si je prenais ce médicament. Donc j'étais irritable et du coup j'en ai repris. J'en ai repris quelques mois après, quelques semaines après. J'ai repris petit à petit en essayant d'espacer un maximum, en essayant d'avoir des doses dans la normale et que ce soit pas problématique. J'ai pas attendu l'accord des médecins pour reprendre le traitement parce que dans tous les cas, les médecins sont pas assez... en tout cas, le corps médical est très peu empathique. Si on m'a demandé de faire un sevrage, c'est parce que j'allais devoir calmer tout ce qui se passait dans mon corps, que j'allais devoir détoxifier tout ça, parce que j'avais des risques que d'ici 5 ou 10 ans, j'ai encore plus de dérives neuropathiques, que ça se propage et que ça m'handicape bien plus que juste les migraines. En fait, c'était soit je ne vivais pas maintenant parce que les douleurs étaient bien trop présentes pour que j'ai une vie normale, ou en tout cas qui se rapproche de quelque chose d'assez sain. Et de l'autre côté, j'avais l'angoisse de, bon alors dans 5 à 10 ans, il risque de se passer quelque chose, mais en fait c'est soit dans 5 à 10 ans il se passe quelque chose, soit là maintenant je ne peux rien faire. J'ai essayé de reprendre le médicament avec une dose beaucoup plus saine, en essayant de garder un rythme qui ne soit pas toxique. C'est quand même extrêmement difficile de vivre avec la douleur et d'accepter qu'elle est présente et qu'elle est comme ça et qu'elle est aussi intense et qu'elle t'empêche de faire ce que tu as envie de faire. En fait, de ne pas être compris, de ne pas être écouté, ça crée un mal-être parce que personne autour de toi ne vit la même chose. Tu crées un gros écart avec les autres adultes et toutes les autres personnes en général. Le mot migraine est super banalisé. C'est ouais, il y a 6 millions de Français qui ont des migraines. Ok. Oui, je le conçois complètement. Mais quand quelqu'un peut calmer sa crise avec un Doliprane, c'est pas le même type de crise que je peux avoir. Et j'ai souffert pendant longtemps du fait que le mot migraine mettait en péril ce que j'essayais d'exprimer. Parce que déjà, quand tu as une maladie qui se voit pas, tu passes 50% de ton temps à essayer de toi te persuader qu'en fait, tu n'as rien, tu es bien. Et c'est très difficile d'avoir une certaine légitimité
Même là, maintenant, c'est très difficile d'avoir une légitimité à dire « je suis malade ». Je vis ça. Et la seule fois où j'ai réussi à un peu dégager tout ça, c'est quand j'ai une neurologue qui m'a donné un papier qui écrivait noir sur blanc « invalidité ». Le mot « invalidité » a fait que je me suis sentie légitime de souffrir et d'être frustrée de ne pas avoir de reconnaissance. Pour moi, un des souvenirs qui a marqué la cassure entre moi et les autres, c'est que je me retrouve en classe verte. On a marché je ne sais pas combien de kilomètres alors qu'on est tout petit. On se retrouve dans des collines et là j'ai une crise et je ne peux pas marcher. Je ne peux plus marcher. Donc, les profs râlent parce qu'il faut trouver une solution pour me ramener et que je suis incapable de rien faire. Donc, on pense que c'est un caprice, on pense que je fais exprès, que c'est pour faire l'intéressante, que c'est juste que je suis fatiguée. Alors que clairement, moi, j'ai l'impression que quand même ça se voyait, j'étais dans un état catastrophique, qu'après, du coup, j'ai dû aller me coucher directement, que j'ai vomi, que ça a saoulé les profs parce que du coup, j'entendais les profs être agacée par tout ça à gérer. J'entendais les autres enfants dire pourquoi on n'a pas le droit de faire du bruit juste parce qu'elle a besoin de se reposer. Tout ça qui fait que du coup tu te dis ok en fait je saoule tout le monde. Je suis pas acceptée et je suis pas comprise et on me fait sentir que je suis un fardeau en fait. Je suis un fardeau d'être mal en fait. J'ai pas voulu être un fardeau du coup, donc je m'étais en silence. Je devais parler aux gens comme si de rien n'était alors qu'au fond j'avais juste envie d'être dans mon lit en boule et que personne me parle. La culpabilité, c'est un truc qui a complètement marqué toute mon enfance. Le côté être un fardeau et se sentir complètement coupable de l'être, d'être ce fardeau et de ne pas pouvoir passer au-dessus. Parce que plein de gens arrivent à passer au-dessus de leur douleur. Je pense pas exagérer mes douleurs et je pense au contraire être très courageuse. Enfin maintenant, je le dis, je suis très courageuse d'avoir réussi à en être où j'en suis, avec toutes les étapes de ma vie qui ont quand même été assez compliquées. J'ai compris assez rapidement au lycée qu'il fallait que je me débrouille par moi-même. J'étais ma propre patronne dès le départ. En fait, j'ai très peu travaillé pour d'autres personnes que pour moi-même. Et du coup, j'ai aussi travaillé en famille parce que c'est les seules personnes qui étaient capables de comprendre, d'accepter qu'il y a des moments où ça ne va pas le faire et qu'il va falloir prendre le relais. J'ai l'impression que je leur impose de me prendre en charge alors que j'ai quand même 25 ans, j'aimerais être indépendante complètement. J'ai beaucoup vécu proche de ma famille parce que c'est comme ça en fait, c'est plus simple pour moi et c'est trop difficile pour d'autres personnes de le comprendre qu'il y a des moments, pendant 4 jours, je ne peux pas m'alimenter, je ne peux pas me lever, je ne peux rien faire. Donc il faut bien que j'ai des gens qui puissent m'aider. Avec ma maman, on a créé un petit kiosque de restauration saine qui s'appelle La Cabane, que j'ai pu ouvrir à Marseille, juste à côté de chez moi, ce qui était quand même important pour tous les aspects que j'ai évoqués avant, qui est mon petit cocon, mon petit havre de paix où je peux m'épanouir, créer, rencontrer des gens qui partagent le même amour que moi pour la cuisine maison, la cuisine saine. Voilà, je me sens à ma place et on me le rend bien tous les jours. C'était important que je puisse montrer qu'il y a un espoir, il y a quelque chose de positif à en tirer, qu'on n'est pas obligé de souffrir toute sa vie dans le silence. Mais je veux pas du tout avoir un côté moi j'ai réussi, donc forcément vous allez devoir passer outre parce que je sais à quel point c'est difficile. Et il y a aussi un côté de moi qui a envie de dire accepter aussi que c'est difficile et pas juste se voiler la face comme j'ai pu le faire pendant longtemps. Je pense que d'en parler aujourd'hui, ça me permet aussi de faire comprendre aux personnes qui ont pu me côtoyer ou me connaître plus jeune ou même maintenant et qui n'ont pas pris conscience de ce qui se passait réellement dans ma vie. J'ai eu des phases beaucoup plus complexes que j'ai cachées pendant très longtemps et que tout l'aspect de la maladie ne se résume pas à juste rentrer chez moi et ne pas être présente parce que je ne suis pas bien. Il y a beaucoup d'autres aspects qui ont été impactés dans ma vie.